Bienvenue sur RNC La Première pour ce débat consacré au municipal second tour sur la commune de Yingen. Nous sommes en direct, en radio et en télé, dans ce studio de Koné au centre Jimmy Welepan et avec présent sur ce plateau par ordre de résultats à l'issue du premier tour, Bernard Houyat. Vous êtes arrivé en tête avec votre liste UC FLNKS, suivie de celle du maire sortant, Sowei FLNKS, menée par vous, André Lévy, et en troisième position, André Walewen, avec la liste Une autre voie pour le développement et pour l'innovation, absent ce mercredi en raison d'un malentendu. Merci à vous deux d'être présents. Alors avant de débuter nos échanges sur vos projets pour la commune de Yingen, cette première question. À cause du Covid-19, 3 mois et demi se sont écoulés après ce premier tour. Comment intéresser, motiver les électeurs, les abstentionnistes à se rendre de nouveau aux urnes ce 28 juin. Et pour la première prise de parole, le tirage au sort vous a désigné le maire sortant André Lévy. Oui. Bonjour les auditeurs, bonjour les spectateurs de la Nouvelle-Calédonie. Donc d'abord, je voudrais remercier ceux qui se sont déplacés dernièrement à la dernière élection municipale qui s'est déroulée au mois de mars, sachant qu'on a eu un temps exécrable. Il y a eu le cyclone Gretel, et je tiens à les remercier. Il y en a qui ont affronté les intempéries pour pouvoir venir voter. Donc voilà. Donc ensuite, après, il y a effectivement la pandémie du coronavirus. Comment remotiver les populations, sachant que bon, ils ont aussi à remotiver pour aller dans les champs, travailler, etc. Et on sait très bien que la plupart du temps, les élections municipales, ce sont des élections de proximité, on se connaît. Ce ne sont pas des élections qui amènent des débats passionnés, parce que ce n'est pas les enjeux, c'est plutôt les enjeux provinciaux ou les enjeux du référendum, où là, les gens viennent plus, se mobilisent. On a eu dernièrement les résultats où très peu sont venus voter, et il y a eu une forte abstention. Donc comment remobiliser? Donc on a essayé là de relancer la campagne, mais beaucoup de gens ne viennent pas parce qu'ils sont préoccupés par la relance du travail, etc. Mais je pense qu'on retourne dans nos tribus, c'est simplement pour regagner leur confiance. Redonner confiance pour ce deuxième tour des élections municipales. Bernard Houyat pour la liste UC-FLNKS, comment remotiver les administrés? Oui. Moi, avant de vous répondre, bonjour à tout le monde. Merci à tous les 19. On dit qu'on retourne. C'est difficile de retourner vers la population parce que les gens, ils étaient... on dirait que je veux dire que dans les 2 mois qui ont pris le temps de l'épidémie, les gens, c'est la peur quoi, de la pandémie. Et maintenant, il faut que à partir de la semaine dernière, nous sommes retournés en campagne, retourner faire du porte-à-porte, voir comment faire pour essayer de regagner confiance aux personnes, surtout la population, à nos électeurs qui ont voté au premier tour, et surtout à nos abstentionnistes, parce qu'on a un fort abstention à Yingen, une forte abstention à Yingen. Un taux d'abstention de 47,98%. C'est 1186 personnes qui ne sont pas allées voter, en raison notamment des conditions météo. Et voilà, je dis remotiver les gens. Je veux dire que la première fois qu'on est parti en campagne pour le premier tour, on retourne plus sur tout le programme entier qu'on fait. On retourne, c'est surtout pour les remettre, leur dire pourquoi on revient, on veut aller à la mairie pour faire ceci, pour faire cela, par rapport à notre programme. Et c'est suivant, je dis retourner vers la population, c'est revoir les besoins que la population a chacun là où il est. Voilà. C'est à peu près ça mais remotiver, c'est sûr que depuis, il faut parce que je disais tout à l'heure que depuis l'épidémie, voilà, chacun a peur, chacun de sortir par rapport à la maladie et tout ce qui vient, quoi, voilà.
et surtout regagner la confiance à nos électeurs. C'est ça qu'il faut. Et plus sur nos abstentionnistes, ou les indécis, ou voilà, on va dire, voilà, abstentionnistes, ou voilà, c'est juste pour leur reparler du vote de la mairie. Oui, pour battre campagne, là, pour ce deuxième tour des élections municipales, quelles sont les priorités que vous avez diagnostiquées, fait remonter du terrain depuis Bernard Rouillat? Je dis, nous, notre priorité, c'est surtout, comme je disais, que nous, on a des priorités chez nous par les besoins de nos populations, par leur remontée. On va dire, si on va par exemple sur l'électricité, le courant, l'eau, et voilà. Mais c'est surtout le besoin que nos populations ont besoin chez eux, là où ils sont. Qu'est-ce qu'on peut leur apporter chez eux pour qu'ils ne se déplacent pas, je dis au niveau économique, hein, voilà, si on va comme ça dans ce sens-là. Qu'est-ce qu'on peut leur apporter chez eux pour pouvoir faire quelque chose, pour avoir c'est ce qu'il faut comme revenu, sans se déplacer, sans aller au-delà de Yinguen, au-delà de leur commune ou de leur tribu. Je dis, il y a un potentiel à faire, mais voilà, il faut les approcher, voilà. André Lévy, les besoins qui remontent du terrain, vous qui avez être le maire sortant, là, pour cette campagne pour le second tour des municipales, quels sont les besoins prioritaires ? Alors, en termes de priorité, donc ça reste la route, hein, c'est le grand chantier de la commune, puisque là, nous sommes encore en cours de mener le chantier qui s'appelle la RM8, route municipale numéro 8, qui doit s'arrêter à Tindeau. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que concernant les financements en termes de rénovation... On développera un tout petit peu plus tard, mais en termes de priorité, si vous avez 2-3 points à nous donner. Donc, en termes de priorité, ça serait les routes, ça serait l'habitat, ça serait le tissu économique, ça serait la rénovation du réseau eau, l'installation de l'électricité dans les endroits les plus enclavés, notamment dans les tribus, et si possible, de faire en sorte que l'administration et notamment les agents de la commune suivent des formations pour être les plus compétents. Alors nous allons aborder, donc ouvrir le premier chapitre de cet échange sur vos projets pour la commune de Yinguen. Il porte donc, selon ce que vous nous dites, les infrastructures dites primaires, adduction d'eau, routes, des investissements indispensables pour l'aménagement, notamment sur terre coutumière. Alors dans le cadre de la politique de l'eau partagée au niveau pays, Yinguen fait partie des communes pilotes. Un bilan sur les actions participatives a été fait en novembre l'année dernière. André Lévy, où en est-on ? Alors effectivement, la commune de Yinguen a été retenue pour être le site qui permettait de recenser l'ensemble des données de la commune en matière d'eau. Nous avons participé au Forum de l'eau, nous avons accueilli des ateliers de l'eau sur Yinguen et au sortir de ces différents ateliers, nous avons pu avoir les données sur l'ensemble des possibilités en termes d'alimentation en eau. Ça, c'était la première raison. La première raison parce que on comprend que pour pouvoir répondre au problème de l'eau, il faut que l'alimentation en eau de la population soit résolue. Il faut absolument que l'on rénove le réseau. Et on sait très bien que cela pose des questions de financement. Et c'est pour ces raisons que nous avons tenu ces assises de l'eau à Yinguen. Et aussi, nous avons tenu ces assises en essayant de comprendre, puisque Yinguen est une commune qui possède un fort taux de pluviométrie dans l'année et nous avons énormément de cours d'eau et ces cours d'eau pourraient être à terme des éléments qui permettraient de favoriser le passage à la transition énergétique en essayant de trouver des investisseurs qui favoriserait l'installation de micro-réseaux hydro, parce qu'on sait très bien que sur les régions les plus enclavées, on a des problèmes d'électricité, parce que
l'électricité reste chère. Donc ces assises de l'eau ont permis de nous faire comprendre qu'il était possible de ne pas s'atteler simplement à du filaire parce que le filaire reste excessif et qu'on pouvait entamer une discussion avec les tribus et notamment les responsables fonciers pour pouvoir permettre à ce que ça soit installé dans les tribus ces micro-réseaux électriques. Bernard Ouillat, UCFL NKS, il y a un seul captage qui alimente les administrés de la commune de Yingen. Est-ce qu'il faut en développer d'autres, les rénover ou faire appel justement à utiliser les éléments naturels avec ces pluviométries importantes sur Yingen? Pardon. Je rejoins M. Lévy parce que nous, on a, je dis du côté de chez moi, au niveau de la tribu, de quelle tribu? À Panier. On a un captage d'eau et on a un projet sur... comme lui dit, pour l'électrification. Voilà. Et c'est en cours de... Voilà. On est en discussion, on est d'accord pour faire... voilà. Le GDPL, c'est un GDPL qui suit le projet. Et là, on est en cours de dossier pour finaliser le projet, pour pouvoir d'ici... sur le projet, on avait parlé avec la personne, le bureau d'études qui est venu, que c'est de commencer en fin d'année. Là, avant la fin d'année, les travaux doivent débuter en fin d'année pour aller voir. Voilà. Et c'est ce qu'on revient sur, je dis, ça rejoint un peu l'eau par rapport à l'électrification et tout Le problème de l'eau, c'est est-ce que tout le monde est raccordé? Est-ce qu'il y a un manque d'eau en période de sécheresse? Il faut sécuriser cet accès à l'eau, il faut la rendre plus potable. Qu'en est-il, André Lévy? Comme vous le soulevez, on n'a qu'un seul captage qui alimente l'ensemble de la population de Yingen en termes de réseau d'eau. Ce qui arrive tout le temps, chaque année, c'est qu'on a des intempéries. Et ces captages-là, ils reçoivent les terres qui tombent des pentes de montagne, les feuilles mortes, etc. Et du coup, ce courant qui va bloquer les captages, donc on ne peut pas alimenter l'ensemble du réseau parce que l'eau n'est pas potable. Donc on ferme. Mais quand on ferme, ça impacte les écoles, ça impacte les populations. Donc il faut absolument qu'on arrive à trouver le moyen, de permettre à ce que la population puisse avoir de l'eau même pendant les intempéries. C'est ce qu'on a réussi à le faire là cette année. Et en période de sécheresse? Voilà, même en période de sécheresse. Là, on a mis un bypass qui permet de carotter le captage pour pouvoir alimenter quand l'eau est basse. Mais aussi quand l'eau elle est trop sale, donc on permet avec ce carottage d'avoir un filtrage de l'eau plus facile où l'eau arrive dans des barrages et dans des réservoirs et là on peut les mettre en décantation en imitant des produits, sachant très bien que l'eau elle doit être encore maintenue pour qu'on ne distribue pas de l'eau qui ne soit pas potable. Mais le souci, il est bien celui-là, c'est qu'il faudrait peut-être multiplier certains captages pour qu'on ait plusieurs accès à l'eau, parce que là, à l'heure d'aujourd'hui, nous avons que le barrage de Tindo, nous avons un barrage de Tongen, mais celui-là pose un autre souci, c'est que le débit n'est pas assez puissant pour pouvoir alimenter les habitations en fin de course. Donc du coup, il faut mettre une technicité avec des pompes pour pouvoir tirer l'eau, pour pouvoir permettre à ce que ceux qui sont en bout de fil, en bout de ligne, ils aient de l'eau. Donc c'est multiplier les captages d'eau, mais multiplier suppose aussi que l'on trouve des captages où l'eau ne soit pas asséchée en période de sécheresse. Multiplier des captages, mettre en place des pompes, alors peut-être des pompes photovoltaïques. Bernard Ouillat, comment donc sécuriser cet accès à l'eau pour tous, que tous soient raccordés et payent au final la facture? Moi, je dis, monsieur le maire, il parlait des deux captages qui fonctionnent jusqu'au village, c'est le village, les tribus environnantes. Et nous, moi de mon côté, vers le nord, chez nous, on a un autre captage pour 3 tribus, la tribu de Tao, de Panier et de Weyem. Et nous, en tant que sécheresse, en tant nous, on n'a pas de problème parce que nous, on n'est que 3 tribus et on a fort
Il y a une bonne rivière qui produit de l'eau constamment. C'est là où je vous ai dit tout à l'heure qu'on a un projet hydraulique, quoi. Et c'est par ce captage-là que nous, voilà. Parce que nous, si vous montez plus haut chez nous, voilà, nous, on n'a pas de problème d'eau. La cascade de Tao, juste à côté. Notre captage, il est juste à côté. Le problème d'eau vers chez nous, vers le nord, il n'y a pas de souci. Sauf qu'on ne peut pas, comme vous savez qu'il y a le bac, ouais, il y a la traversée à faire, c'est impossible. On ne peut pas amener de l'eau vers on va dire, vers le sud, vers le côté du bac, parce que voilà, c'est le problème, c'est la traversée de la rivière. Voilà. Mais sinon, moi, je dis un problème de sécheresse. Les captages sur Yinguen, pour bien servir la population, il faut trouver autre chose. Il faut refaire autre chose au niveau des captages d'eau. Quid de la gestion des eaux usées? André Lévy, vous qui êtes terminé votre mandat, à l'heure actuelle, ils sont tous déversés dans la mer? Le village qui regroupe le collège, les écoles du village, le dispensaire, la mairie, quelques structures du village, eux sont raccordés à un réseau d'assainissement. C'est le seul. Individuel? C'est le seul. Ce sont des structures publiques on a très peu de ménages qui sont raccordés, donc on a au moins une qui fonctionne, une station d'épuration qui fonctionne. Nous essayons d'en mettre une à Ténem. C'est la volonté de la commune de faire en sorte que les habitations regroupées puissent bénéficier d'une station d'épuration. Mais ça pose le souci en termes après, parce que les stations d'épuration ont fait venir un transport qui vient récupérer ces bassins d'assainissement sales, dans ce qu'on appelle l'eau sale, et donc sont renvoyés ailleurs. Donc tout ça, c'est une politique de la mairie de faire en sorte qu'au moins, là où il y a un grand nombre d'habitations, ils puissent avoir une station d'épuration. Mais centraliser vers un seul endroit, ça reste compliqué. Dans des tribus où on est en train de mettre en place ce qu'on appelle la mise en valeur des terres coutumières par le Marpous, envisager de faire des stations d'épuration dans un seul endroit, ça pose le problème des personnes qui souhaiteraient que cette station d'épuration se fasse chez eux, c'est en terre coutumière, mais aussi de relier. Ça, c'est un coût, c'est énormément cher, donc on pense qu'à certains moments, il faudra privilégier des assainissements individuels, sachant que là, il faudra trouver aussi le service qui permettrait de vider tous ces assainissements. Bernard Houillat, station d'épuration ou pas, raccordement collectif en tribu ou assainissement individuel? Je dis que nous, dans notre programme d'avant, je crois qu'on était en liste commune avec eux, on avait parlé d'une station d'épuration à Tindo. Comme Tindo, c'est à peu près le cas où M. Lévy vient de citer. C'est des personnes regroupées voilà, au sein de la tribu. Et ils sont tous ensemble là, comme vous venez de citer tout à l'heure. C'est rejeté ou l'eau, bon, peut-être par la rivière, on ne peut pas trop vous... Voilà. Mais bon, voilà, là où ça nécessite... voilà. Donc vous êtes pour une station d'épuration à Tindo? Tout à fait, parce que je dis la station d'épuration maintenant qu'il y a au village, on voit sur le bord de l'eau usée, voilà. C'est une priorité à l'heure actuelle ou pas? Bien sûr que c'est une priorité. Nous, on a la mangrove qui est là, on a le marché des moments qui est là, notre marché communal qui est là. On voit quand même l'effet de l'eau, de l'eau qui sort sale, quoi, de l'eau polluée, qui sort peut-être des personnes qui n'utilisent pas, je ne peux pas trop vous dire comment c'est, voilà, la station d'épuration du village, comme il est au centre même du village, et l'eau qui sort sur le bord de la rivière, voilà. Il faut. Je dis ça, on parle de santé, de l'environnement. Il faut aller là, il faut aller dans ce sens-là.
Alors, autre infrastructure d'investissement primaire, on va parler des routes et de la réfection des routes. En avril 2018, un collectif d'usagers s'était mobilisé pour manifester leur mécontentement concernant l'état des routes de la vallée. Plus de 2 ans après, où en est-on, André Lévy? Donc effectivement, après ce mouvement d'humeur, mais c'est un mouvement d'humeur qui avait quand même ses raisons, hein. Les routes, elles étaient vraiment impraticables, il y avait vraiment des détériorations. Donc ce problème de route, il ne date pas de hier, hein. C'est un problème qui date depuis très longtemps. Simplement, c'est les financements qui ne suivent pas. Alors, ce qu'il faut constater, c'est que sur Yinguen, c'est une commune qui est très étendue. On parle beaucoup de gens de la chaîne nous disent oui, mais en bas, au village, toutes les routes sont correctes. Il faut comprendre que sur la route qui longe le littoral, c'est une route territoriale. Ce n'est pas de la compétence de la commune, c'est le territoire. Et donc les financements ne sont pas ceux de la commune. Ce ne sont pas les mêmes. Nous avons des routes communales pour lesquelles ces financements qui sont donnés à la commune ne sont pas les mêmes que ceux qui sont donnés pour des routes territoriales et encore moins pour les routes provinciales. La route provinciale que nous avons qui traverse Yinguen, c'est celle qui part de Tindou jusqu'à Pagou, c'est-à-dire l'autre côté de la frontière de Calagomène. Donc ce sont 3 financements différents. On voudrait bien, nous, si on avait les fonds du territoire et de la province, de faire toutes les routes de la commune, mais ce n'est pas le cas. Donc ce mouvement d'humeur, je comprends, mais si on nous donnait les moyens pour dire, pour les routes de la commune, voilà les moyens, on se dit on pourrait le faire. Mais on est quand même contraint, parce que les financements qui concernent les routes municipales, on n'en a pas beaucoup. C'est des investissements qui sont soutenus soit par de l'emprunt ou par nos partenaires qui sont soit l'État ou la province. Mais la province a aussi ses priorités. Et à Yinguen, la priorité, c'est la Yinguen-Calagomène. Ce n'est pas nos routes pour la Ouérap, nos routes pour aller à Tindo. C'est la Calagomène. Bernard Rouillat, votre réaction, la priorité c'est la transversale Calagomène-Yinguen ou aussi les routes de tribus qui puissent désenclaver ces tribus? Je dis, sur Yinguen, c'est la commune où on a le plus de nombre de... le nombre de kilomètres, on atteint, je vais dire que les routes communales, on va dire à peu près 380 à 400 kilomètres de routes communales. Dans toute notre vallée et partout là. Et parler de la route... parler de comment on va faire pour les routes, comment on va... Je dis c'est difficile parce que... Enfin, c'est pas que c'est difficile. Je dis, on a le service municipal, le service technique qui est là, là pour pour entretenir nos routes. C'est qu'on nous reproche, enfin, nous reproche. Je dis, les personnes qui descendent disent que la route elle est mauvaise. Nous, on s'appuie sur ce comme M. Lévy dit, on a la transversale Calagomène-Yinguen. Et ça, c'est la province, voilà. C'est un projet qui est déjà... Je crois que maintenant, avec la crise qu'on a, on ne peut plus trop parler de la transversale. Mais je dis ça, je dis les gens des tribus de la chaîne, si on parle au-delà de la transversale Yinguen-Gomène. Alors la transversale Calais-Gomène, pour bien comprendre, elle passe par 8 tribus, vous me dites. Pointe-Jab, Tiandanit, Kavach, Tindo, Okulna, Balkulna, Wayaguet et Pago. C'est 70 km de voirie qui relie Yinguen à Calagomène. Un budget de près de 6 milliards financé à 90% par la province Nord, 10% par la commune. Vous rejoignez du coup André Lévy sur la priorité de faire cette transversale. Ah oui, bien sûr. Nous, c'est je dis par rapport à ce que dit M. Lévy, qu'il y a ils ont fait il y a un collectif qui s'est créé pour aller pour monter à la mairie, pour laisser qu'il y ait une revendication sur leur voilà. Mais je dis si la transversale, à part cette transversale qu'on parle, je dis la transversale, au-delà des tribus qu'on va dire, Wayaguet, il y a 5 km de route qu'on va parler, communale, pour arriver à la tribu. Au Koulin, c'est peut-être 10 à 15 km.
C'est au-delà de la transversale. Alors, Ça, pourquoi aujourd'hui c'est important d'avoir une transversale là, de 70 km à 6 milliards de budget, financée à 90% par la province Nord? Qu'est-ce que ça va apporter aux tribus économiquement, touristiquement? C'est quoi l'intérêt de cette transversale? Je dis l'intérêt, pour moi, je vois personnellement que l'intérêt de cette transversale, c'est pour pouvoir amener le tourisme dans nos tribus éloignées. Dans ces tribus-cités dans les chaînes, on a de l'accueil chez l'habitant. Par exemple, à Wayaguet, à Okulna, à Bakulna. Et par rapport à ce qu'on vient de dire, qu'on a été cité tout à l'heure, par rapport à la route, personne, peu de touristes osent aller par rapport à la route. C'est encore à l'état de piste. Et le seul souci maintenant, c'est que ces personnes qui font l'accueil chez l'habitant n'arrivent plus à... Comme les touristes ne viennent plus. Alors, qu'est-ce que vous proposez pour relancer ce tronçon si vous êtes élu maire demain, comment faire avancer le dossier Je dis si demain on est élu, je dis maintenant on connaît comment on va travailler, vu la crise qui est arrivée, avec la crise du Covid-19 qui est là. Je crois qu'on a la province, je crois qu'on a peut-être 1 an, 2 ans de difficultés, peut-être, je veux dire 1 an. D'ici 1 an, je crois que la province ne financera pas ni nos grands projets qu'on veut faire sur Yinguen, parce que nous, dans les communes qu'on fait, je dis c'est les 80%, c'est la province et 20% la commune. C'est à peu près ça la démarche de la commune. Et vu que la province est en difficulté financière, voilà. Et je ne pense pas qu'on va pouvoir dire que d'ici la fin d'année, la transversale... moi, je dirais que peut-être, on va dire en 2021 ou fin 2021, début 2022, qu'on va pouvoir reparler ou voir la transversale, reparler de la transversale. André Lévy, sur cette transversale Yinguen-Calagomène, oui, on me parle dans l'oreillette, ça me gêne. André Lévy, sur cette transversale Calagomène-Yinguen, quel poids peut avoir la mairie pour relancer ces travaux qui peuvent faire intervenir des artisans locaux, désenclaver ces tribus pour amener des touristes et faciliter l'approvisionnement en matériel Oui, c'est l'objet de toutes routes qui sont nouvellement créées, c'est permettre la circulation. Le fait de faire en sorte que Yinguen soit, notamment les tribus de la chaîne pourront être désenclavées et sortir sur la côte ouest, c'est une très bonne chose. Ça permettrait aussi des gens les plus éloignés comme Yinguen de pouvoir peut-être plus facilement aller sur la côte ouest, mais aussi de permettre à ces tribus les plus enclavées de mener des projets qui vont faire en sorte de valoriser leur patrimoine, qui sont fonciers ou autres. Avec la crise sanitaire du Covid-19, il y a un retard de financement sur cette route. Il faut s'attendre, comme disait M. Ouillat, à 2 ans de retard sur les travaux. Mais ces grands projets-là sont des projets qui sont installés dans le temps. On sait très bien que sur la Calagomène, la Yinguen-Calagomène, cette route, elle va se faire au minimum dans les 10 ans. Les financements sont déjà planifiés sur ce qu'on appelle les plans pluriannuels. Ce qu'il faudra suivre, c'est effectivement tous ces travaux qui vont être menés, parce qu'on sait que chaque année, les coûts augmentent, d'autant plus que la réglementation concernant les marchés publics ont changé. Quand on fait des appels d'offres concernant ces chantiers, on remarque effectivement il faut la réglementation a réellement changé et lourdement, puisque ça impacte sur la durée. Et donc, du coup, tout ça, qu'est-ce qu'on dit aux gens qui sont les plus enclavés ? On leur dit, désolé, ce n'est pas de notre ressort, c'est du ressort de la province Nord. La province Nord nous invite pour participer à des comités de pilotage avec les responsables de Calagomène, mais on nous dit, restrictions budgétaires, vous allez encore attendre 1 an, voire 2 ans. Mais les gens sont sur place, ils disent, ça n'avance pas. Moi, je n'ai pas les réponses
ce qu'ils voudraient entendre, mais je ne peux que répéter ce que le gros financeur, à savoir la province Nord, nous dit. Je ne peux pas aller frapper tous les jours à la porte du président de la province Nord et lui dire désolé, ça serait la priorité, ça serait la cas à la Gomène. Voilà. Donc ça, ce sont des réalités. Ça n'empêche pas à la commune d'aller voir les gens des tribus, de communiquer, de dire qu'il est possible d'asseoir un tissu économique dans leur tribu, de commencer, c'est ce qu'on a fait avec des fonds propres sur Wayaguet, ou c'est des fonds propres de la commune, hein, où là on a assigné une route, on va mettre un radier pour que les responsables éleveurs de Wayaguet puissent amener leur bétail sur un plateau, une plateforme, pour que l'OCEF puisse venir rechercher le bétail. Donc on a bien compris que la route, c'est un souci que je comprends tout à fait pour les gens les plus enclavés, mais les financements sont du ressort de la province Nord. On ne peut que suivre, rappeler la province Nord que c'est nécessaire, parce qu'il y a des tribus qui sont les plus enclavées depuis des années, et je les comprends. Et je pense que si on les suit de manière régulière, ils pourront avoir cette communication. Nous allons aborder la deuxième partie de ce débat qui concerne du coup les initiatives locales, économiques et comment la mairie peut accompagner les acteurs locaux. Vous l'avez dit, restrictions budgétaires, contraintes réglementaires, avec cette réglementation des marchés publics qui a été adoptée par les élus du Congrès en mars 2019 et entrée en vigueur en début de cette année. Comment au niveau de l'aménagement sur terre coutumière avec ce projet Marpousse, où est-ce qu'on en est? Est-ce que la mairie peut valoriser les artisans locaux pour construire de l'habitat pour les faibles revenus? Bernard Rouillat. Oui, je dis au niveau de le projet Marpousse, ça date déjà chez nous. Le Marpousse a été, je veux dire, dans les années 2015-2017, a été commencé. C'est surtout pour installer nos jeunes et les aider à s'installer ailleurs, au-delà c'est les faire sortir de leur foyer propre, de chez leurs parents, voilà. Et bon, toujours sur terre coutumière. C'est sur terre coutumière que le Marpousse se fait. Et puis voilà, maintenant je dis que ça a pris du temps jusque-là. Qu'est-ce que vous proposez pour que ça avance, puisque apparemment depuis 2011 plus rien n'est fait? Voilà, je dis nous, c'est ce qu'il faudrait qu'on propose sur ce projet-là, Marpousse, c'est que au lieu de faire en régie, voilà, par nos propres moyens, on propose de privatiser, de donner à un privé, peut-être, c'est pas peut-être, mais je dis qu'avec un privé, si on privatise le Marpousse, ça ira plus vite que, voilà. Et c'est sûr, ça ira plus vite, le Marpousse ira plus vite s'il y a déjà au niveau coutumier, si les clans s'entendent sur voilà. Parce que, je dis sur Werap, sur le Marpousse qui a été fait à Werap. Je rappelle, c'est la tribu de Werap qui est la tribu pilote pour l'installation de ce dispositif Marpousse, dispositif provincial. Nous, jusqu'en 2017, on était en conseil, mais la difficulté, c'est la population. La population, là où ils veulent faire leur Marpousse. Ils ne sont pas d'accord pour ce type de projet? Le projet, je dis, tout le monde est d'accord pour faire le projet. Sauf que quand tu vas sur terre coutumière, les gens, voilà, c'est là le problème, où ça bloque la poursuite des travaux. Et là, si on refait, on poursuit le Marpousse. Mais déjà, en avant, les coutumiers, il faut déjà qu'ils s'entendent bien déjà sur ce qu'on veut faire et où on va faire le projet. Parce que ce n'est pas de bloquer une fois qu'on lance les travaux, on ne s'entend plus sur Ça veut dire qu'il n'y a jamais eu de concertation, pas de gestion participative, ce concept qui revient au cours pour cette année. Il n'y a pas eu de concertation. Moi, je peux pas trop. Moi, je suis plus élu à la mairie depuis 2017, alors je peux pas trop vous. Mais je dis la seule chose à faire avant de faire un projet sur terre coutumière, c'est déjà l'entente des propriétaires terriens. C'est ça. Le budget, c'est pas. On verra comment faire pour pouvoir faire ce projet-là. Chercher de quoi financer ce projet, mais c'est déjà au niveau
locale à l'intérieur de la tribu. Il faut donc que les gens plus de concertation avec les coutumiers du coin et faire appel à des partenaires privés pour financer l'aménagement de logements sur terre coutumière. André Lévy, ce dispositif Marpousse, alors plus rien depuis 2011, une de vos thématiques, projet de campagne en 2017 lors des élections partielles, c'était de concrétiser cet aménagement. On est en 2020, quel bilan ? Alors donc je rejoins Bernard, effectivement, ce projet Marpousse, Werap et la tribu pilote, il a fallu, je suis de Werap, il a fallu plus de 10 ans pour faire en sorte que les clans qui sont concernés par l'attribution de ces parcelles soient d'accord. Chose qui n'est pas facile en terre coutumière, mais on a essayé. Et donc on en est arrivé à parceller, à faire les choix, sachant que nous sommes dans les espaces pour lesquels on a choisi, sont souvent des espaces qui ne sont pas plats. On est en flanc de montagne et la difficulté, elle est là, puisque les anciennes tribus sont accaparées les endroits les plus faciles d'accès, mais aussi pour pouvoir faire les plantations. À l'heure d'aujourd'hui, ces plantations sont souvent inondables. Donc nous sommes aussi contraints par, même si nous sommes dans des espaces fonciers, sur des zones non habitables. Donc on est sur flanc de montagne. Quand on dit flanc de montagne, c'est-à-dire le cric combat. Donc quand on se dit il faut qu'on trouve un accord pour pouvoir permettre à installer nos jeunes, il y a toute cette dimension que quand on discute entre nous, on ne dit pas oui, l'accès ça va être comme ça. Donc quand on fait venir des géomètres, etc., ils nous disent on ne peut pas faire la route là, c'est trop près de la route, il faudra faire plus haut. Les gens ils disent oui, mais si ça traverse mon terrain, je ne peux plus faire de plateforme pour faire ma construction. Il aurait fallu choisir une autre tribu pilote pour ce projet ? Non, c'est pas ça. C'est que à l'heure d'aujourd'hui, quand vous partez du pont de Tipingé et vous allez jusqu'à Panier, trouvez-moi des plaines. Il n'y en a pas. Donc à part la grande plaine de Wankout, ou la plaine de Tangen, on est tous en creux de vallée. Donc la difficulté, elle est là. Donc la commune, elle participe en faisant les accès, etc., mais ça prend du terrain. Ensuite, les accès, il faudra faire les plateformes. Là, on frappe carrément la pente. Et le souci, c'est que si on bouge un peu trop la terre, elle se trouve soit sur la route qui devient des éboulements, ou bien dans la rivière. Et cette eau sale, cette terre, elle est transportée par la mer, par la rivière, elle se retrouve en bas de l'embouchure. Faut-il abandonner ce projet ? Voilà, ce projet-là, on l'a bien compris, c'était pour aider, c'est important, il faut mettre les jeunes, mais on a une difficulté qui est d'ordre physique. On ne peut pas construire où on veut. Sur le chantier de Panier, on est en train on a choisi avec les clans l'espace pour pouvoir installer nos jeunes, mais chez eux, ils ont beaucoup de sources d'eau. On ne va pas construire là où il y a des sources. Donc, avec les géomètres, on se dit comment on va faire le tracé de les routes. Ce qui importe pour la commune, c'est donc quand on fait ce projet Marpousse, nous, on s'est dit, il faudrait peut-être effectivement faire le tracé, faire les accès aux plateformes, mais on a vu que c'est quand même difficile. Donc, on a pris le choix de se dire, là, ça fait quand même 10 ans qu'on est sur le chantier Werap, il faudrait peut-être qu'on passe à la vitesse supérieure, puisque d'autres tribus souhaitent recevoir le Marpousse chez eux. Panier, ça sera la deuxième tribu, il y aura Bakuna, etc. Mais là, on a proposé de faire à des entreprises privées, parce que ça ira peut-être un peu plus vite. Donc là, à Werap, il n'y a plus de continuité dans ce projet Marpousse ? Si, puisqu'on a fait la grande vallée. Okay. Et là, on est en train d'attaquer la petite vallée. D'accord. Et la petite vallée, elle est faite par une entreprise privée pour que notre régie, elle puisse aller à Panier et commencer à détecter le tracé de la future route, parce que après le tracé, il faudra faire l'accès, mais aussi l'installation de tout ce qui est réseau, alimentation en eau. Donc vous êtes c'est la mairie, tous les deux d'accord sur l'utilité de cet aménagement foncier avec ce dispositif provincial, qu'il faut passer avec des accords avec des partenaires privés. Comment orienter l'aménagement foncier vers un tourisme du côté des vallées, où aujourd'hui c'est le littoral qui est privilégié, Bernard Houillat, il y a un patrimoine naturel, historique, qui demande qu'à être découvert, mais voilà, Tiendani, c'est à 24 km du village, Wayaguet, c'est à plus de 50 km du village de Yingen. Alors comment on fait pour déguster la fameuse crevette de Wayaguet et privilégier ce tourisme de vallée et soutenir les initiatives locales? Soutenir le tourisme, la population locale par rapport au tourisme, je crois que c'est un truc, c'est quelque chose qu'on va mettre en première ligne
aujourd'hui, parce que depuis on va dire, depuis la pandémie, je dis que le tourisme est assez rare à Yingen, sauf, je dis sauf on voit bien sur le Koulno Village. Le Koulno Village qui est là tout le temps, qui est, voilà. Et sinon, le Koulno Village, le gîte Kawabana, au niveau du village. Il y a l'OTH, la structure touristique là, qui promeut les activités sur Yingen, mais il y a des structures, mais qu'est-ce qui manque pour que les gens se rendent plus dans les vallées? Je dis que le seul truc dans nos vallées, où je disais tout à l'heure, on a des gîtes sur le bord de mer. Hein, des terrains de camping, il faudrait peut-être les aménager, il faudrait peut-être apporter plus de choses pour nos touristes, pour les personnes, aider les gens qui ont ces structures-là. Et au niveau de nos vallées, comme je disais tout à l'heure, l'accueil chez l'habitant, les personnes qui ont l'accueil chez l'habitant, je crois que leur souci maintenant d'être fermé, c'est pas au niveau de la mairie, c'est pas leur souci, c'est que ils ont eu on leur demande, comme c'est par exemple, je vais prendre l'exemple du gîte Kawabana ou du Koulno Village, on leur demande de payer le RUAM et l'ACAFAT. Et vous comprenez, il y a combien de clients par semaine là-bas, dans les tribus, à l'accueil chez l'habitant? Peut-être que le RUAM ou l'ACAFAT, ils demandent plus. Le montant de ce qu'ils leur demandent dépasse alors les gens ne peuvent pas ils ne peuvent pas continuer l'accueil chez l'habitant par rapport à... Je dis, il faut revoir ces structures-là, l'accueil chez l'habitant, et voir comment on fait. Il y a la CCI c'est la CCI qui gère un peu, il fait un peu... vu les dépenses que ces personnes-là font au niveau de ces choses-là que je viens de dire, ben, ces personnes-là ne peuvent pas subvenir à... Alors, qu'est-ce que vous proposez pour les accompagner, ces petites structures? Je dis, nous, dans notre campagne, quand on est retourné vers les tribus de la chaîne, on leur a dit qu'il faut qu'on revoie. Il faut qu'on revoie la structure, l'OTH chez nous, l'Office de tourisme. Et ces personnes-là, il faut qu'on s'assoie, on se met sur le table, on rediscute de comment faire pour le tourisme, pour une autre façon de faire. Une sorte de grand palabre. Voilà. Il faut rediscuter de tout ça parce que c'est pas... En deux mots, André Lévy, comment recentrer le tourisme au niveau des vallées rapidement, s'il vous plaît? Rapidement, donc il faut quand même donner des chiffres. En 2019, c'est presque 7000 voyageurs touristes qui viennent à Yingen. Donc ça veut dire que c'est une destination qui est quand même recherchée. Donc ça veut dire que si on veut maintenir ce niveau ou augmenter, il faut nécessairement que l'OTH, l'Office du tourisme à Yingen, donc, et que la route transversale se fasse. Voilà. Oui, il y a ça, mais je vais dire que bon, il y a nécessité de faire de la promotion pour Yingen. Ils ont les possibilités, mais je pense qu'il faut accentuer cette promotion, de dire que sur Yingen, il n'y a pas que la pôle couveuse, il y a les tribus enclavées, il y a la nature, il y a le Montpanier, etc. Mais il faut vraiment qu'on fasse de la promotion, et c'est-à-dire utiliser au maximum les réseaux sociaux, utiliser au maximum les touristes qui viennent voyager et faire de la promotion même directe. Mais je pense que si on met en place des formations envers les responsables de l'OTH, faire en sorte qu'ils deviennent dynamiques, mais qu'ils utilisent tous les outils informatiques du numérique, on pourrait faire venir beaucoup plus de touristes. Alors avant de conclure cette émission, il nous reste 3 minutes. Je voudrais que vous me donniez les 2 valeurs fortes qui vous animent et qui vous guideront lors de 6 prochaines années pour votre mandature, si vous êtes élu. Par tirage au sort, c'est vous, le maire sortant André Lévy, de répondre. Bon, les valeurs, il y a des valeurs d'humilité. Hein. Il faut reconnaître que devant la population, il faut savoir être le plus communicatif, ne pas
faire de la démagogie, promettre à des gens que voilà, tout se fera dans le meilleur des mondes demain. Non, un peu d'honnêteté. Il faut beaucoup d'honnêteté aussi. Et je pense que la confiance reviendra si on arrive au minimum de se parler, parce que effectivement, quand on ne se parle pas, il n'y a pas de communication et les gens restent dans une certaine ignorance. Et ça, je pense que c'est pas bien pour pouvoir continuer, notamment sur le suivi des chantiers de Yengen. Merci André Lévy pour la liste SOI, FLNKS, Yehen. Vous maintenant, Bernard Rouillat, pour la liste UC, FLNKS, vos deux valeurs. Alors, deux valeurs, moi je vais dire que deux valeurs, on compte sur... Moi je compte sur les personnes qui sont sur ma liste. Voilà. On a des jeunes qui ont des compétences, minier, santé, environnement, enseignement. Et voilà, moi je compte sur eux pour faire quelque chose de nouveau. Enfin, nouveau, pas nouveau, hein, mais bon, dynamique. Voilà, de la dynamique au sein de la commune, de la mairie. Et c'est surtout la transparence et être à l'écoute de la population. Voilà, c'est ça le... Merci Bernard Rouillat pour la liste UC FLNKS. Merci à chacun d'avoir participé à cette émission. Merci de votre attention. Merci aux techniciens qui ont contribué à la réalisation de ce débat. Une émission rediffusée ce soir à 21h46 sur NC La Première Télé. Rendez-vous demain midi 15 avec Claudette Choupit. Elle recevra les candidats en lice pour la mairie de Koné. Bon après-midi sur nos antennes. À demain.